Notre prochain invité est le régional de l'étape. Originaire de Saxon, il poursuit un cursus en sciences politiques et sciences sociales à l'Université de Lausanne avant d'accomplir diverses formations d'études supérieures en management à Paris-Sorbonne, à Lyon et dans de multiples organismes de post-formation en Suisse. Stéphane Effliger commence sa carrière professionnelle en tant qu'adjoint du directeur des ressources humaines de la Banque cantonale vaudoise. Il devient ensuite conseiller personnel de la chef du département de l'économie de l'État de Vaud, Madame la conseillère d'État Jacqueline Maurer-Mayor. Il y gère sa communication politique et rédige de nombreuses notes stratégiques de la direction de son département. De retour dans le privé, il rejoint le réseau de cabinets d'audit et de conseil KPMG, dont il prend la responsabilité du département consulting pour la Suisse romande. Il devient ensuite directeur des ressources humaines dans plusieurs banques privées de l'Arc lémanique durant près de 15 ans. Il exerce actuellement la fonction de Human Resource Senior Consultant et membre de direction de Vicario Consulting SA. En parallèle de ses activités, Stéphane Effliger est chargé de cours à l'Université de Lausanne et participe régulièrement à la rédaction de nombreux articles dans les journaux et revues tels que Watson, le 24 heures, la Tribune de Genève, Bilan, Human Resource Today et bien d'autres encore. En ce 14e forum économique, axé sur la pérennisation de notre économie, quoi de plus naturel que d'accueillir l'auteur de DRH et Manager Levez-vous, sous-titré Vie et mort des organisations, aux éditions EMS, où il n'hésite pas à déconstruire parfois des systèmes managériaux éculés afin de remettre à flot des entreprises pouvant partir à la dérive. Livre couronné de succès, classé parmi les 10 meilleurs livres de management en 2018. Comme Lao Tse le disait dans le livre de la voie et de la vertu, l'homme qui croit est également souple et faible. Sa mort est également dure et forte. Des milliers d'êtres, herbes et arbres qui croissent sont également souples et fragiles. Leur mort est également flétrie et sèche. Ainsi, une personne dure et forte meurt en y allant à pied. Une personne souple et faible croît en y allant à pied. C'est pourquoi le soldat fort détruit les règles et l'arbre fort courbe les règles. Ce qui est dur et fort reste inférieur, ce qui est souple et faible reste supérieur. Je vous prie d'accueillir, mesdames, messieurs, monsieur Stéphane Effliger. Voilà, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, chers invités. Quelle dynamique pour pérenniser notre économie? Voilà une question vertigineuse qu'ici j'interroge. Pérenniser notre économie, serions-nous donc en péril? Et finalement, ces réponses économiques n'appartiennent pas à notre gouvernement, au Conseil d'État, qui finalement a la charge de décider des conditions cadres dans lesquelles la pérennisation économique de notre canton doit évoluer. Il les a d'ailleurs adressées, ce Conseil d'État, ces thématiques avec une certaine pertinence, comme vous pouvez le constater dans leur planification quinquennale. Peut-être faudrait-il, et j'aborde ici une thématique un peu sensible, partir d'une réalité taboue, d'une réalité davantage occultée, celle qui voit plus d'un quart des citoyens valaisans solliciter un subside pour honorer les primes d'assurance maladie, et ce qui laisse penser que si 30% des citoyens ont mal à leur porte-monnaie, on pourrait donc imaginer que les finances de l'État doivent également souffrir, l'impôt étant péjoré. Peut-être faudrait-il également, dans notre monde interconnecté, le professeur Bourlard en a parlé, examiner l'image extérieure du Valais, celle qui est perçue par les autres, celle qui façonne notre identité et qui, à bien des égards,
trahi par la caricature qui nous sommes réellement. Car, vous le savez, mesdames et messieurs, le Valais a bien davantage que le FC Sion, que le Gypaète barbu, que le fendant et farinet. Le Valais, je pense, est une terre de modernité, une terre d'opportunité, une terre d'espérance qui n'a pas encore totalement exprimé son potentiel. Ce soir, je partagerai avec vous, mesdames et messieurs, 3 convictions, 3 regards sur la dynamique économique valaisanne, en me sourçant à la fois dans l'actualité sanitaire qui est la nôtre et en mobilisant une perspective décalée, une perspective sociologique. Le premier regard sera critique et concernera le fonctionnement des entreprises, leur gouvernance. Je prolongerai en quelque sorte les hypothèses et le regard du professeur Bourlard. Je vous parlerai ici comme un consultant. Le second regard nous obligera à changer d'altitude et je vous montrerai en quoi le monde a changé. Je serai ici sociologue. Et le troisième regard reviendra sur notre ADN, sur notre identité et sur notre image. Je serai alors un citoyen. Abordons, si vous le voulez, la première section de l'exposé que j'ai intitulée « Honorer et faire mieux ». Bon, soyons clairs et soyons brefs. La gouvernance des institutions, la gouvernance des entreprises, tous secteurs confondus, secteur privé comme secteur public, est généralement très perfectible, y compris en Valais. Par gouvernance, j'entends quoi? J'entends la façon dont ces entreprises sont dirigées, sont conduites, la manière dont les collaborateurs sont motivés, sont managés, sont respectés, sont écoutés, la façon dont la communication est organisée, la façon dont la transversalité est induite, le respect avec lequel l'effort est reconnu. Et j'entends aussi la pertinence de certains choix stratégiques, c'est la gouvernance. Ces 2 dernières années, sur nos terres valaisannes que je croyais à protéger, nous avons conduit, avec le cabinet dont je suis le serviteur, plusieurs interventions de grande ampleur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur des problématiques de blocage, de dysfonctionnement, d'erreurs stratégiques, sur des thématiques mal gérées d'harcèlement psychologique, de souffrance au travail, de tyrannie hiérarchique, de dysfonctionnement organisationnel. Peut-être, vous l'avez vu dans la presse, notre cabinet vient de terminer l'audit du fonctionnement ou du dysfonctionnement du Ballet Béjart, qui illustre dans le champ culturel ce que l'on peut parfois observer dans le champ entrepreneurial. Permettez-moi ici un aparté, une forme de témoignage, une observation étonnante. Dans notre expérience de consultant, ce sont les institutions qui sont mues par les missions les plus belles, par les missions les plus nobles, par les missions socialement les plus valorisées, qui génèrent généralement le plus de souffrance au sein des organisations auprès de leurs collaborateurs. Quelques exemples, les hôpitaux, les EMS, les CMS, les universités, les écoles, des théâtres, des musées, des organisations humanitaires, des syndicats qui sont aussi employeurs. Toutes ces institutions sont particulièrement belles, motivantes, inspirantes et nécessaires au fonctionnement de notre démocratie, mais en quelque sorte, elles sont également très vulnérables du point de vue de la gouvernance. Et cette vulnérabilité, elle renvoie finalement à la culture de ces institutions. Il s'avère que la culture d'entreprise, que la culture des organisations a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, des milliers d'articles, des centaines de milliers d'ouvrages. Et quant à moi, je distingue 2 types de culture d'entreprise. Il y a tout d'abord, chers amis, la culture baobab, celle qui fait grandir les individus, celle qui fait grandir les collaborateurs, celle qui engage des chefs, des managers qui font croître les compétences de leurs collaborateurs, des chefs qui savent rendre intelligents leurs managers, leurs collaborateurs, leurs cadres, qui favorisent de la transparence, des projets transversaux, de la communication, une culture baobab qui dope en quelque sorte votre employabilité. Vous travaillez 5 ans, 8 ans dans de telles structures, vous ressortez avec un niveau d'employabilité beaucoup plus haut
que celui avec lequel vous étiez rentré. Et puis évidemment, il y a la culture bonsaï, qui vous rapetisse, qui vous amène finalement à livrer la moins bonne version de vous-même, car la communication y est absente, la transversalité également, point de formation continue chez les bonsaïs, formation continue chère au docteur Ferret, pas de chef inspirant, peu d'envergure, pas beaucoup de souffle. Donc premier regard, première synthèse, mesdames et messieurs, pérenniser notre économie passera par la professionnalisation de la gouvernance, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et j'y vois de nombreuses pistes d'amélioration, passera également par le développement de politiques de formation continue à tous les échelons, comme l'a relevé le docteur Ferret, mais également le professeur Fourlard, et probablement aussi dans l'accompagnement des entreprises et des institutions, secteur public évidemment en premier lieu, dans leur modernisation, car eux aussi doivent se réinventer, doivent redessiner leur processus, doivent se réadapter en permanence. Nous sommes aussi dans le secteur public dans une forme de mutation, et la digitalisation n'est qu'un des enjeux auxquels le secteur public doit faire face. J'aborde maintenant, si vous le voulez bien, la seconde partie de mon intervention, celle qui mobilisera mon regard de sociologue. Oui, mesdames et messieurs, le monde a changé. Et probablement que le Covid-19 nous a aidés car il fut un puissant accélérateur du changement. En 3 jours sont advenus des changements qui auraient pris une trentaine d'années. Le home office, l'enseignement à distance pour tous, la digitalisation et la modernisation des organisations qui étaient des projets qui avaient été identifiés par leur pertinence et qui dormaient un peu dans les placards. Le Covid arrivant, ces projets ont retrouvé un second souffle, ont retrouvé une certaine forme de crédibilité. Et dans le fond, les organisations qui avaient déjà engagé des projets de digitalisation se sont trouvées beaucoup mieux armées pour vivre dans le fond l'obligation du travail à distance pour tous les collaborateurs. Évidemment que cette période, ces 2 dernières années, ont inspiré une foultitude de chercheurs qui ont publié, je dirais, un cortège de livres étonnants, dont je vais faire ici rapidement une brève revue de la littérature. Tout d'abord, il y a les collapsonautes qui sont persuadés que tout va s'effondrer et que finalement le virus est à comprendre comme un signal d'alarme, comme un signal d'alerte. Il y a aussi les tenants de la justice climatique. Le conseiller communal Veutet a parlé dans son mot d'introduction de la COP26. Justice climatique est là. C'est une thématique présente depuis plusieurs années. Évidemment que les tenants de la justice climatique essayent de faire pression sur les gouvernements et les entreprises à grands coups de procès médiatiques. Il y a aussi les historiens qui nous montrent que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin du cycle du pétrole, du gaz et du charbon, et que nous devons finalement maintenant nous réinventer, et que ce virus devient pour eux une forme de fenêtre d'opportunité. Même les économistes s'y mettent. Certains d'entre eux dénoncent dans le fond le grand casino mondial, souhaiteraient imposer aux banquiers le concept d'investissement durable, de financement responsable, de business model transparent. D'autres, davantage polémiques, comme l'ouvrage remarqué de Dufour, pointent les manquements éthiques qui président à notre économie et portent un regard, eux, critique, très critique, sur le néolibéralisme. Bref, vous le voyez, il y a une constellation forte d'idées qui pousse maintenant à questionner l'idéologie de la croissance et qui, au niveau individuel, stimulerait les travailleurs à vouloir finalement changer de job pour changer de vie. Et ce, d'autant plus que David Graeber, professeur de la London School of Economics, a montré dans un ouvrage très remarqué que la tertiarisation de notre économie a généré une foultitude de bullshit jobs, des jobs dans lesquels le sens s'est dissous. Vous trouvez aujourd'hui des collaborateurs, des cadres, qui passent une vie à dresser des statistiques plus ou moins inutiles, ou à construire des slides plus ou moins obscurs, dans des bureaux un peu étranges. Donc, Graeber nous dit, faites attention. Dans la tertiarisation de l'économie, dans probablement une partie des métiers que nous occupons, le sens tend à disparaître. Et évidemment,
Fort de toutes ces considérations, vous l'avez compris, il y a passablement de chercheurs, d'entrepreneurs, de jeunes adultes, probablement nos enfants aussi. Il y a aussi des sensibilités politiques qui émergent à l'échelon mondial, aiguillés par le Covid-19, qui se sont mis à rêver d'un autre monde. Ces rêveurs, ces chercheurs, ces mouvements citoyens, ces courants politiques ont fini par imposer au cours des 20 dernières années 6 valeurs sociales nouvelles. Je les aborde rapidement, qui sont désormais la grammaire culturelle du XXIe siècle. Tout d'abord, la transparence, qui a colonisé tous les champs de notre vie sociale, de la fiscalité à l'architecture, en passant par la psychothérapie. Deuxième valeur, la diversité, qui, si elle n'est pas respectée, peut désormais conduire une entreprise florissante à la faillite, au profit d'une entité qui propulsera la diversité comme fer de lance communicationnel et marketing. Troisième valeur, l'intégrité totale, le respect en majuscule, porté notamment par le mouvement MeToo et par la traque journalistique des affaires dites de harcèlement et de mobbing. Quatrième valeur, l'équité salariale et structurelle entre les hommes et les femmes à compétences égales. Les métiers aujourd'hui commencent à cesser d'être genrés. Et l'on peut gentiment voir apparaître un homme devenir sage-femme et une femme devenir chauffeur de camion. Cinquième valeur, les collaborateurs qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, la célèbre génération Y, souhaitent ardemment évoluer dans des univers, dans des organisations agiles, ouvertes, bienveillantes, modernes, et non plus rentrer dans une pyramide militaro-industrielle rigide et dirigée par un vieux colonel. Il y a donc un désir puissant aujourd'hui d'intégrer des organisations plutôt plates, d'exiger autour de soi un management de qualité avec une forme de symétrie relationnelle, faire avec et non plus faire pour. Lalou parle d'holocratie, d'adocratie, d'entreprise libérée, appelez ça comme vous voulez. Enfin, sixième valeur, vous l'avez deviné, la durabilité, qui est d'ailleurs dans le titre des exposés, des 3 exposés de ce soir, le souci de la planète en quelque sorte, symbolisé ici par le dialogue entre le Nobel Dubochet et Greta Thunberg. Ces valeurs si simples et banales n'existaient pas avec autant de force et de prégnance il y a de cela 20 ans. Transparence, diversité, intégrité, équité, partage du pouvoir, durabilité. En réalité, mesdames et messieurs, nous qui avons vu advenir ces valeurs, nous qui avons vu ces valeurs s'imposer sur l'agenda social, eh bien, nous avons assisté en réalité à une forme de révolution sociale. La jeunesse, lorsqu'elle voit ces valeurs, elles leur sont consubstantielles, elles sont nées avec elles, ils sont nés avec elles. Mais pour des personnes d'un âge un peu plus mûr, nous les avons vus naître, nous les avons vus s'imposer sur l'agenda politique et l'agenda social. Second regard, seconde synthèse, mesdames et messieurs, pérenniser notre économie passera par intégrer ces nouvelles valeurs, par les comprendre, par leur donner du sens, par développer des cultures professionnelles en phase avec ces attentes et probablement moderniser de façon drastique la gestion des ressources humaines. Dernière section, mesdames et messieurs, chers invités, sous la forme d'un point d'orgue. Je l'ai intitulé cette section « Construire l'avenir et prévoir ». Vous le savez, la fierté économique de notre canton est notamment portée par des entreprises qui sont en réalité les moteurs de notre croissance. Le professeur Bourlard parlait de tracteurs, qui sont aussi les ambassadeurs de l'innovation et les fournisseurs d'emplois, donc les fournisseurs d'impôts. Pourquoi ces entreprises sont-elles localisées en Valais ? Certaines sont présentes probablement pour des raisons historiques, d'autres pour des raisons fiscales, d'autres encore pour notre positionnement géographique au cœur des Alpes,
à un jet de pierre de l'aéroport de Genève. Mais je ne crois pas au hasard économique. Si ces entreprises sont là, c'est parce qu'elles ont été convaincues de l'attractivité du Valais. Ou encore, c'est parce qu'on les a incitées à s'y installer. D'où l'importance, mesdames et messieurs, de la vision politique, des moyens alloués à la promotion économique, aux acteurs de la promotion économique, qui, conjugués avec l'audace des entrepreneurs, des dirigeants, rendent le terrain économique fécond. L'IDIAP, la HES valaisanne, Net+, Euken et bien d'autres sont des institutions qui sont notamment advenues par une audace politique. Elles sont nées par une volonté politique, tout d'abord. Et évidemment, pour rendre encore davantage notre canton attractif, il convient de continuer d'investir dans une stratégie de positionnement, de communication et de marketing. Nos amis vaudois nous envient ce slogan qui nous fait un peu rire, gravé dans notre cœur. Ce slogan parle aux Valaisans, il parle également en dehors du Valais. Il porte une forme d'image, c'est un drapeau. Et si la Suisse peut compter dans le fond sur Nicolas Bidault pour la faire briller hors de la frontière, c'est son mandat, avec le rang d'ambassadeur, de directeur de présence suisse. Son travail, c'est de faire briller la Suisse à l'extérieur des frontières. Évidemment, ses résultats et les étoiles qu'il arrive à placer dans les yeux des étrangers rejaillissent évidemment sur nos épaules. Eh bien, nous, en Valais, nous avons Damien Constantin qui a réussi à façonner une image valaisanne attractive et qui rend encore, aux yeux de nos voisins, le Valais encore plus désirable. Troisième regard, chers amis, troisième synthèse. Pérenniser notre économie passera donc par développer une politique de promotion économique efficace ainsi qu'une vision économique inspirante. C'est seulement en conjuguant ces trois regards, mesdames et messieurs, rendre davantage robuste la gouvernance, comprendre que le monde a changé et intégrer dans notre radar les 6 nouvelles valeurs sociales et investir dans une promotion économique efficace que nous pourrons alors nous ranger sous le drapeau de Peter Drucker lorsqu'il nous dit « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention.